La NASA a participé à cette recherche, mais des universités comme l'UNAM du Mexique et l'Université de Floride y ont également participé. Ont également participé l'Université Paris-Saclay, ainsi que l'Université de technologie de Géorgie. C'est une découverte, affirme-t-il, insolite, car des molécules génératrices de vie auraient été découvertes sur Mars. Ce qui attire l'attention ici, c'est que ces molécules seraient, disons, conservées pendant des milliers d'années. Et cette découverte pourrait-elle permettre aux futurs astronautes de découvrir d'autres choses du passé sur Mars? Si ces molécules sont aussi bien conservées, la vie passée, une possible vie, si elle a existé sur Mars, pourrait aussi être conservée. Passons aux détails de ce que l'on sait, mais d'un point de vue scientifique, ils assurent que ce serait une découverte insolite, vraiment importante. Tout d'abord, on a découvert ce qui génère la vie, le matériau qui génère la vie. Ici, nous allons entrer dans les détails, disons, plus directs. Ils assurent que l'équipe elle-même souligne que cette méthode permettrait d'élargir la bibliothèque de molécules organiques connues sur Mars. Cela démontrerait que les composés, voire disons essentiels, des structures prébiotiques, mais même biologiques, pourraient exister. C'est une étape assez importante pour la NASA, mais aussi pour la science en général. D'après ce qu'il rapporte, les roches analysées auraient un âge d'environ 3,5 milliards d'années, ce qui fait de cela une sorte de fenêtre sur le passé martien. D'après ce qui a pu être rapporté, ces traces chimiques seraient essentielles pour construire la vie. Si jamais il y en a eu, ce serait alors la preuve la plus claire à ce jour. Il y a déjà eu d'autres composés organiques qui ont été découverts, mais cette fois-ci, ce sont des composés très importants. Voici les suivants, voici les détails. Benzène, toluène, naphthalène, méthylnaphthalène, triméthylbenzène, ainsi que benzothiophéne. Ces produits chimiques que je viens de mentionner, ce serait la première fois qu'on a pu démontrer qu'ils se trouvent sur Mars. D'autres molécules ont également été trouvées, qui présentent aussi des conditions favorables à la vie, mais qui avaient déjà été observées auparavant. La découverte, c'est essentiellement ce que je viens de mentionner. C'est-à-dire, d'après ce qu'ils disent, c'est compatible avec des processus prébiotiques, mais aussi compatible même avec des processus biologiques. L'expérience a été réalisée dans le laboratoire SAM, à bord de ce que nous voyons ici, qui est Curiosity, celle qui a fait toute la différence là, à l'intérieur de cet appareil. Disons qu'il possède un petit laboratoire appelé SAM, dans lequel l'expérience a été réalisée. Disons que ces échantillons ont été analysés, des gaz ont été analysés, des molécules libérées ont été analysées grâce à ce qu'ils appellent la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse. C'est ainsi qu'ils peuvent identifier s'il existe une certaine quantité de molécules qui pourraient permettre des conditions de vie. Il reste encore beaucoup à faire, évidemment non, mais cela aidera à l'avenir à trouver et à savoir plus ou moins à quoi s'attendre sur Mars au moment où l'on décidera de voyager, pour l'instant. Il continue de repousser le voyage, il continue d'être reporté en partie aussi à cause du danger que représente le voyage, à cause de la longueur du voyage. C'est-à-dire le physique des astronautes serait très affecté. S'il revenait, il serait très affecté. En fait, il parle même de la possibilité que ce soit une mission sans retour. Tout cela a fait que cela soit reporté encore et encore. En ce moment, ils disent que cela ne confirme pas encore la vie extraterrestre sur Mars, mais ce serait une preuve préalable à la confirmation de la vie extraterrestre, peut-être organique si tu veux, mais au final de la vie, sur cette planète. Il semblerait, et ça c'est mon avis personnel, qu'on se dirige petit à petit vers cette idée. Cette fois-ci, en plus, ce qui attire mon attention, c'est que la recherche s'élargit, elle est documentée et publiée telle qu'elle, avec la participation de plusieurs universités, même comme je vous le dis. Je trouve ça très intéressant, car cela renforce les propos de la recherche actuelle de la NASA et des universités. Tu disais que je l'avais déjà mentionné au début, non ? Et en passant maintenant au sujet géopolitique, un autre point attire aussi l'attention.
C'est ce qui s'est passé avec le représentant de ce qui serait le guide suprême, Mokhtar Jaminet, ou plutôt le pseudo-dirigeant. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas exactement où il est, ni même s'il est en vie. Écoutons ce que dit cet individu. Allons écouter. Aucune négociation en cours pour l'instant. L'équipe de négociation maintenant. Dès que l'ennemi acceptera clairement que nous sommes en position de force, qu'il est en position de faiblesse et qu'il acceptera nos conditions, alors ils pourront être présents. Notre peuple est un peuple perspicace. Chaque fois que, selon l'avis de l'autorité suprême, notre champ de bataille passera du champ des missiles à celui de la négociation, ce jour-là, le peuple soutiendra aussi. Le peuple est un peuple logique, raisonnable et loyal envers l'autorité suprême. Où que ce soit et dans n'importe quel domaine où cela était nécessaire, ils font face à l'arrogance. Cela attire beaucoup l'attention car, au final, ce serait la voix la plus proche de Mojtaba Khamenei, le représentant du guide suprême d'Iran. Il aurait dit, comme vous pouvez le voir, que tant qu'ils ne reconnaîtront pas leur position, une position, disent-ils, de perdant. En gros, ils disent avoir gagné ou être en position de force, pour ainsi dire, car au final, la carte maîtresse pour eux, le détroit d'Ormuz et tous les pays du Golfe. C'est-à-dire, en gros, c'est comme prendre ces pays en otage, pas seulement dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'hélium, de l'aluminium et de l'immobilier et tout le reste. C'est aussi le fait que ces pays, tous ou pratiquement tous les pays du Golfe, sont des partenaires des États-Unis, et ils savent que les États-Unis, l'Europe seraient durement touchés. Si on met en œuvre le plan B qui a été publié hier, comme nous l'avons mentionné, ils disent qu'ils iraient alors contre toutes les raffineries, les puits de pétrole, etc. Autrement dit, ils laisseraient le monde sans pétrole. C'est-à-dire le monde entier, bien sûr, eux aussi seraient affectés, parce que si cela arrivait, évidemment, elles seraient rayées de la carte. Ces îles, eux aussi, sont très exposées, et ça, évidemment, ils ne vont pas le reconnaître. Mais cette île, comme on peut le voir, c'est une île où se trouve pratiquement 90% du pétrole qu'ils exportent eux-mêmes dans le monde. Principalement vers la Chine d'ailleurs. Alors cette île serait immédiatement rayée de la carte si jamais cette opération avait lieu. Évidemment, je ne pense pas qu'ils iront dans ce sens. Mais je dois vous parler d'une déclaration que Donald Trump a faite lors d'une interview avec CNBC, où il parle précisément du potentiel d'un cessez-le-feu, et toute cette situation qui se déroule. Voyons la position de Trump à ce sujet. Écoutons. Il ne l'étendra pas nécessairement pour une durée déterminée, mais il le laissera se poursuivre s'il y a des avancées dans les discussions avant de prendre une décision. Eh bien, je ne veux pas faire ça. Nous n'avons pas autant de temps parce que, au moment où les deux parties arriveront, comme tu le sais, elles viennent tout juste d'obtenir l'autorisation d'aller de l'avant, ce que je savais déjà qu'elles allaient faire de toute façon. Je veux dire, je ne pense pas qu'ils avaient d'autre choix. Ils doivent négocier. Et tu sais quoi? La seule chose que je dirais, c'est ceci. L'Iran peut se mettre dans une très bonne position s'ils concluent un accord. Ils peuvent redevenir une nation forte, une nation formidable. Ils ont des gens incroyables, mais ils semblent être, tu sais, assoiffés de sang. Ils sont dirigés par des personnes très très malheureusement dures, et je ne veux pas dire ça dans un sens positif. Je pense que c'est très négatif pour le pays parce que nous sommes bien plus durs qu'eux. Il n'y a même pas de comparaison. Mais ils doivent utiliser la raison et le bon sens, et ils peuvent se mettre dans une excellente position pour devenir un grand pays, mais un pays légitime, pas un pays fondé sur la mort et l'horreur. C'est une partie de ce que commente Donald Trump. En ce sens, les positions de Trump et des États-Unis sont totalement à l'opposé. Chacun veut évidemment imposer sa propre version des faits. Et oui, dit Trump il pourrait être une grande nation, essentiellement sans le régime actuel. Mais ce n'est pas nécessairement une position de faiblesse, c'est en tout cas un régime autoritaire, mais qui reste fort, apparemment, du moins selon ce que dit le renseignement américain.
Toujours affaibli mais intact, disait le renseignement. Maintenant. Un autre sujet, c'est que les États-Unis resserrent l'étau autour de l'Iran en abordant aussi à d'autres types de pétroliers et tout cela. L'opération du Pentagone contre, encore une fois, un pétrolier, le Typhon, et cela a attiré l'attention. Selon ce que rapportent les forces des États-Unis, ils ont abordé un pétrolier sanctionné pour avoir transporté du pétrole brut iranien dans l'océan Indien. Regardons l'image de ce qui serait le moment où ce navire a été saisi. Voyons si c'est là. Ces images viennent du Pentagone. Nous montons à bord de ce navire indonésien. 2 hélicoptères atterrissent. Les troupes descendent sans incident. Selon les rapports, un hélicoptère se trouve de chaque côté. Ils ont inspecté le pétrolier. En gros, selon les informations, l'opération maritime visait à arrêter tout navire lié à Téhéran ou suspecté de transporter des fournitures pouvant aider le régime théocratique. Le département de la guerre a déclaré que l'opération s'est déroulée sans aucun incident. C'est un navire qui transporte du pétrole iranien, mais apparemment le navire serait indonésien. D'après les rapports, cela s'est produit dans l'océan Indien. Le Tiffany transportait, on le sait, depuis le Sri Lanka apparemment vers l'Indonésie. Il aurait été dans ces 2 endroits. Le Tiffany a été décrit comme apatride, c'est-à-dire qu'il serait plutôt apatride. C'est-à-dire qu'il n'a pas de patrie, disons, malgré le fait qu'il ait le pavillon du Botswana, mais une partie de l'équipage venait d'Indonésie. Une autre partie venait aussi du Sri Lanka. En gros, tout ça était un peu bizarre. Vous savez comment fonctionnent ces pétroliers sanctionnés, non ? L'équipage, le propriétaire et le pavillon d'un navire peuvent venir de pays différents. C'est aussi un mélange assez curieux, non ? Ça aussi c'est rapporté par le Pentagone. Le général Dan Ken, chef de l'état-major interarmé, a affirmé à peu près la même chose la semaine dernière. La semaine dernière, ils ont assuré qu'ils allaient étendre leurs opérations au-delà des eaux iraniennes. Autrement dit, ils ne seront pas seulement dans le golfe d'Oman, mais iront plus loin. Que signifie cela ? Regardons la carte, car c'est ce dont il s'agit ici. Ici, les opérations avaient eu lieu dans cette zone, n'est-ce pas ? Après cela, nous voyons que l'opération se déroule déjà dans une autre zone. Oui, de l'océan Indien. Il ne parle plus de la mer d'Arabie, mais de l'océan Indien, probablement dans cette zone, mais sans donner l'information, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il n'est pas clair à quelle hauteur le mouvement a eu lieu, mais ce n'est plus dans cette zone, ça s'étend. Dan l'avait dit. Oui, il l'avait dit, mais il ne l'avait pas fait. Et cela montre que les opérations vont encore plus loin. Salutations aussi à Diogène. Rublos, comment vas-tu ? Blanca Barcelo, bonjour. Maria Elena, comment ça va ? Juan et Juan Antonio, comment ça va ? Salutations d'Uruguay, bonjour. Francisco Arce, à toute la communauté, un grand merci de nous accompagner. Passons à d'autres sujets également importants. Regardez, voici ce qui s'est passé. Il s'agirait d'un incendie massif qui s'est produit dans une usine chimique au Pakistan. Ceci tout près d'une gare appelée Gati Faizabad au Pakistan. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est une usine chimique et que les gens, par curiosité, restent là à regarder. Tu te dis que c'est le genre de situation où il faudrait évacuer sans qu'on te le dise. Autrement dit, tu dois partir de là. C'est une usine chimique. Imagine, je ne pense pas que l'air soit très pur dans les environs. Mais bon, il y a quand même des curieux qui observent la situation. Au Pakistan aussi, cela attire mon attention. Ce mouvement-là, c'est dans une autre zone. Il s'agit d'une série de dépôts près d'une usine de feux d'artifice. Mais malheureusement, dans cette série de dépôts, 13 personnes perdent la vie et d'autres sont blessées. Beaucoup de blessés. Cela est dû à un événement religieux. Ce sont les préparatifs pour le Tizur Poram. C'est un festival annuel dans un temple hindou où ils réunissent de nombreux feux d'artifice, spécialement pour l'événement, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu un incident, non ? Un problème de sécurité, peu importe.
Le fait est que tout a pris feu et, eh bien, cela a provoqué une situation très grave là-bas en Inde, n'est-ce pas? Une situation également très importante. Un autre sujet également intéressant, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est ce que nous observons. Voilà, il frappe un drone. C'est un nouveau drone qui est conçu pour en faire plus. C'est essentiellement un drone défensif d'interception. Ce drone s'appelle Alita. C'est bien, il ne le présente pas encore comme un véritable essai pour l'instant, même si celui-ci a été présenté à l'automne de l'année dernière. Celui-ci a été présenté à l'automne, mais comme ils étaient en train de le développer, disons que c'était comme une annonce préliminaire, non? Maintenant, on le voit déjà dans la guerre à grande échelle, il est déjà produit. Il fonctionne déjà, pour ainsi dire, il opère contre des drones. Ce que nous voyons ici, c'est déjà l'opération du même drone Lativar attaquant ou éliminant ces drones russes. On le voit, il s'en prend à ce Shahed, un Shahed déjà de fabrication russe, bien que de conception iranienne, comme vous le savez. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, ils font exploser celui-ci, donc ce drone russe. Ils ne sont finalement pas pilotés, mais ils sont très dangereux lorsqu'ils frappent surtout des zones civiles, donc voilà, aussi. Une partie de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, cela attire l'attention. Cela se serait produit en Espagne, en Catalogne, on signale de la grêle, tout comme ici à Monterrey, voilà la grêle qui serait tombée là-bas, en Espagne. Un énorme salut à toute la communauté qui nous suit là-bas, voilà. De nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux. Une autre vidéo qui circule montre des personnes qui filment cela au volcan de Santiago, au Guatemala. Ils demandent de ne pas s'approcher du volcan car il y a un risque d'explosion ou d'éruption. Eh bien, les gens se sont mis à courir, à fuir le volcan. Regardez, quelqu'un de loin arrive à filmer comment ces personnes, regardez, voici le volcan là-bas sur le bord, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Mais on voit quelques petits points là-bas, ils sont en train de courir pour descendre du volcan immédiatement. Regardez, voyez si vous les apercevez, regardez, ils sont là, ces petits points sont là. Ce sont des gens qui courent, des touristes, disons, ou je ne sais pas, des explorateurs, on va dire, qui sont en train de courir parce que le volcan est en train d'entrer en éruption, n'est-ce pas? Cela aussi, eh bien, a été très critiqué d'ailleurs par ces sites spécialisés dans les questions volcanologiques et tout ça. Ça a été très critiqué. Ils ignorent le risque que cela représentait. Le passage est donc théoriquement bloqué, mais ils ont quand même réussi à le contourner. Selon les rapports. En Nouvelle-Zélande, on montre une série d'inondations qui ont causé surtout des dégâts aux véhicules, aux maisons, aux appartements, aux commerces. D'après ce qui est rapporté, de fortes pluies et de graves inondations à Wellington, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, ce phénomène est également signalé. Cette situation est également terrible. Et bon, il y a plusieurs questions importantes. Aujourd'hui, Donald Trump affirme qu'ils auraient intercepté un navire transportant un cadeau de la Chine vers l'Iran. Regardez un peu. Le président Donald Trump a assuré aujourd'hui que les forces américaines auraient intercepté un navire transportant un cadeau de la Chine pour ce pays. Il dit « J'ai été un peu surpris », ajoutant qu'il dit qu'il sent qu'il a une entente avec Xi Jinping. Le président de la Chine dit que, ils vont le voir prochainement, et qu'il lui avait assuré qu'il n'y aurait pas d'armes chinoises pour l'Iran. Cela, a contrarié les États-Unis, même si pour l'instant il n'y a pas encore de conséquences visibles. Non, pas dans ce sens, mais il y a une grande méfiance. Regardez, il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères là-bas en Chine, dans lequel il est dit ce qui suit. Dans ce communiqué, ils mentionnent plusieurs points. Regardez, ils ont rejeté pour l'instant toutes les tentatives d'associer les navires récemment saisis par les États-Unis dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis, le CENTCOM. Oui, avec la Chine, alors qu'ils affirment que ce n'est pas lié. Le navire saisi par les États-Unis est un porte-conteneurs étranger. La Chine rejette toute association mensongère et toute spéculation. Cela renforce, dit-il, notre démenti d'hier, qui réfute l'information selon laquelle la Chine aurait adressé un dernier avertissement aux États-Unis pour la saisie du Tosca.
Eh bien, c'est le navire qu'ils ont saisi hier, n'est-ce pas? Et ils disent « Voyons, voyons, ce n'est pas à nous, cela n'a rien à voir avec nous. » Et donc les États-Unis disent bon que si, que cela avait bien un rapport. Bon, ça c'est le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre. La question c'est qu'il faudrait voir quel type d'armes ou de choses la Chine aurait soi-disant envoyé, non? Il faudrait le montrer, non, pour voir. Eh bien, à quel point est-il possible que cela se trouve sur le marché noir ou que le gouvernement chinois y ait vraiment participé? Ce sera un sujet intéressant. Un autre sujet, c'est ce qui a été publié en ce moment. Ceci vient de la sénatrice Elizabeth Warren, elle dit ce qui suit. Mentionne un aspect de l'agenda économique du président Trump avec lequel tu n'es pas d'accord. Je vais faire une pause ici, voyons, pour donner un contexte. Non, c'est la sénatrice Warren qui pose la question. Eh bien, elle pose la question au prochain possible chef de la Banque centrale des États-Unis, oui, au candidat nommé par Donald Trump. Voyons, parce qu'il est censé être indépendant, oui, il faut rappeler que ce poste doit obligatoirement être indépendant de, comment ça s'appelle? Du président des États-Unis, non? Il peut être d'accord avec tout ce que dit Trump. Alors la sénatrice lui dit « Très bien, dites-moi un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec le président Trump. Il doit bien y avoir quelques points, sinon ce n'est pas indépendant, des points. Si tu n'oses même pas dire « Écoute, oui, regarde, j'ai des désaccords sur ce sujet. » Sinon cela signifie qu'il n'en a pas et n'est pas indépendant. Nous allons écouter l'audio complet, écoutez ça. Un aspect de l'agenda économique du président Trump avec lequel tu n'es pas d'accord. Sénateur, la Réserve fédérale a outrepassé ses fonctions et empiété sur d'autres domaines. Je te demande quelque chose Je ne suis pas prêt à faire ça avec Donald Trump. en me confirmant. Une question économique. La Fed doit s'abstenir. Juste un petit point sur lequel tu n'es pas d'accord avec Donald Trump. En fait, sénateur, j'ai une divergence avec le président. Je crois qu'il a même dit ce matin qu'il pensait que j'avais l'air de sortir d'une agence de casting. Je pense que si je venais d'une agence de casting, j'aurais l'air plus vieux, plus grisonnant et peut-être que je serais ici avec un cigare ou quelque chose comme ça. Plutôt adorable. Mais tu sais, il nous faut un président de la Fed qui soit indépendant. C'est la seule façon de préserver l'indépendance de la Réserve fédérale. Si tu n'es pas capable de répondre à ces questions, tu n'as ni le courage ni l'indépendance. Tu n'as ni le courage ni l'indépendance. C'est ce que cette dame Warren dit à Kevin Warsh. C'est comme ça qu'il s'appelle. Tu n'as peut-être pas le courage ni l'indépendance. C'est ce qui montre que tu n'es pas capable de répondre à cette simple question. Eh bien, c'est en partie ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, un autre sujet qui attire l'attention, c'est une série de publications que des blogueurs russes ont faites en se plaignant de la situation. Surtout beaucoup de jeunes qui se plaignent de la situation en Russie, du niveau de répression, de la fin d'Internet libre. Nous allons vers une situation terrible. Ceci est l'un des nombreux témoignages de ce genre. Écoutons. Je ne peux plus continuer à vivre dans ce pays. Il est devenu impossible de rester ici. Et tous mes objectifs, tous mes rêves liés au travail, à l'évolution, partent tout simplement en fumée. Et en ce moment même, j'ai fait une crise de nerfs parce que je mets tout mon cœur dans ce que je fais et j'y consacre beaucoup de temps. Là dehors, regarde, il y a du soleil. Depuis plusieurs jours, je reste assise à travailler sans arrêt au lieu de sortir me promener. Et puis il se trouve qu'on a de nouvelles restrictions, qu'il y a des limitations sur Internet et sur tout le reste. Je m'assois et me demande à quoi bon? Pourquoi faire tant de sacrifices si de toute façon tout va bientôt être fermé? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde garde le silence. Tout le monde souffre, tout le monde passe un mauvais moment, mais tout le monde se tait. Pourquoi tout le monde garde le silence? Eh bien, pourquoi tout le monde garde le silence face à la plainte de cette jeune femme, alors qu'en réalité, peu de gens osent vraiment protester? C'est aussi un sujet, eh bien, très difficile. Passons rapidement aux commentaires. Dans un instant, nous reviendrons pour d'autres reportages et d'autres mises à jour sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de nous accompagner. Salutations ici à Pablo.
comment vas-tu? Un grand salut aussi à Oscar, Francisco Arce, Patry, Ofe Mendes, Nicoli Franco, un énorme salut à vous tous. Nico, salut à toi aussi en Espagne. Salutations au Nouveau-Mexique. Aurelio, comment vas-tu? À toute la communauté qui nous regarde en Californie, au Nouveau-Mexique, en Floride, etc. Un grand merci. Les gens qui sont à Mexico, à Monterrey. Salut Karim, comment vas-tu? Excellent. Harvey, salut à toi aussi en Colombie et à Italo au Chili. Comment vas-tu? Excellent. Patry, quoi? Anniversaire? Anniversaire, Patry? Elle dit « En attendant la naissance de mon deuxième petit-fils. » Ah, ton deuxième petit-fils. Excellent, Patry. Félicitations à toi et à ta famille. Excellent, excellente nouvelle. Salutations. Diogenès, merci beaucoup à toute la communauté. Rodrigo, comment vas-tu? Eh bien, on revient tout à l'heure. Tout à l'heure, nous aborderons aussi d'autres sujets importants concernant ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de nous accompagner. Mettez un like, partagez, merci beaucoup. À tout de suite donc, dans un instant.